Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. On est clairement arrivé au point de non-retour. On n'est pas écouté, on n'est pas respecté, on est massacré. Hier, je rencontrais le président de la République. Bonsoir et bienvenue. Je n'ai pas de mots pour vous décrire ce que ça m'a fait. J'ai eu l'impression de rencontrer le diable. C'est absurde. J'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui était limite pas humain. Ça doit pas être si terrible que certains le décrivent. L'expression vendre du sable à des bédouins, lui, il le fait les yeux fermés. Moi, je partage totalement la description que vous avez faite. On a l'impression de voir quelqu'un où tout est faux. Il vous expliquerait que vos proches sont des ordures. L'espace d'une minute, vous arriverez à en douter. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Qui est d'un mépris pas possible. Alors j'entends tout ce qu'on dit sur ma pomme. Maintenant, il faut que les actions, elles deviennent violentes. Bonjour et bienvenue en ce mercredi 17 décembre 2025 sur Sud Radio. Vous êtes avec Perico Légas et alors j'ai à côté de moi Maude Koffler qui a des allants de Mère Noël en ce moment. Elle est en train de pousser le traîneau. Vous n'avez rien vu. C'est tout juste, elle me donne pas des coups de fouet mais j'en ai toujours besoin. Et puis bon évidemment. Bonjour à tous quand même. Julien Delmas est là pour veiller à ce que tout soit en guirlande et en boule. Et puis Emmanuel Galasso, attentif à l'affût, attend vos appels pertinents au 0826 300 300. Vous allez écouter le coup de gueule d'un paysan très en colère. Bon, il est connu, hein. C'est Guillaume Mercadal. Il est éleveur de cochons frisés. Je crois que ça s'appelle les Mangalicas. Bien entendu, la circonstance politique et le drame agricole fait qu'il est le bienvenu. Et on va entendre de sa bouche quelle est l'indignation et la dénonciation des aberrations du moment. Il le dira avec ses mots. Il le dira avec le cœur et avec sa colère légitime. Attention, radar super intelligent, hein. C'est Robocop. Ça fait là. peur, hein. Oh là là, on n'est plus chez soi. Pourquoi je dis qu'on n'est plus chez soi? Parce que non seulement on a intérêt à bien conduire sa voiture, mais on a aussi intérêt à bien se tenir dans la voiture parce que il va dedans, il vous regarde. Enfin, il n'est pas encore mis en place. Il vous regarde. Si vous vous mouchez, si vous buvez un petit verre d'eau, bien entendu, tout ce qui est interdit au volant, eh bien, il pourra le dénoncer. Alors, il n'est pas encore en place, mais ça va être une surveillance. Enfin bon, c'est presque Matrix. Et on en discutera avec Romain Soligon, qui est un policier et qui représentera le syndicat UNSA. La dernière heure, 13-14, Emmanuel Macron s'est-il pris ou se prend-il pour James Bond ou pour un héros de Mission Impossible? Nous en discuterons avec Étoile Isambard qui a coécrit avec Pierre Gastineau un livre, Les espions du président. On verra que c'est une véritable aventure et j'allais dire les dispositions espionnotales du président de la République sont très intéressantes et c'est peut-être quelque part, on verra, un des dossiers sur lequel il a le mieux réussi, le plus avancé dans son mandat présidentiel. Alors les billets de Ouigo ont augmenté de 73% depuis 2017, alors que ceux du TGV n'ont augmenté que de 4%. On va comprendre pourquoi le train le moins cher, vu son succès, parce qu'il a un succès énorme, hein, les lignes ont augmenté, les parcours ont augmenté, pourquoi c'est lui qui est sujet aux plus grosses augmentations. On va rester un petit peu dans le problème agricole, puisque Grand Frais, hein, qui est ce commerce où on trouve des produits d'agriculture française, comme son nom l'indique, frais, qui viennent du terroir, eh bien est passé sous contrôle américain. Effectivement, son propriétaire français, la firme s'appelle Prosol, hein, la holding, a été vendue à Apollo, qui est un fonds de pension américain. Voilà, une mainmise de plus du lobby américain sur notre patrimoine alimentaire. Maude Koffler nous racontera l'indignation de ce maire qui a démissionné pour ne pas marier, enfin parce qu'il proteste contre le fait qu'il y ait un mariage d'un OQTF. On rappellera ce qui s'est passé à Béziers avec Monsieur Ménard. Et puis il a remis sa démission. Homejacking de Christophe Beaugrand. Eh bien, le homejacking de Christophe Beaugrand, dont a été victime Christophe Beaugrand, a été décidé depuis une cellule de la prison de Meaux. Et puis nous parlerons de cette caissière, formidable histoire, TikTok au carrefour de Laval, et elle est devenue tellement célèbre qu'aujourd'hui elle en est au point d'être protégée par un agent de sécurité parce qu'elle est devenue une star et ça provoque des attroupements. Voilà pour le menu du jour. Je vous ai pas tout dit, mais vous verrez la suite. C'est assez piquant. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico.
Oui, je voudrais revenir pour faire un point sur le Mercosur qui est au cœur du débat, au-delà de la dermatose bovine qui est en train de décimer nos élevages dans certains territoires français. Je voudrais revenir sur le Mercosur. En fait, si l'agriculture française avait été bien gérée, bien conduite, et si l'Union européenne avait apporté les garanties qu'elle est censée donner depuis le traité de Rome, la communauté économique européenne, le marché commun avec des préférences communautaires, nos agriculteurs ne devraient pas craindre le Mercosur. Ça aurait été une petite anecdote, un petit contretemps. Voilà, l'importation vers l'Europe et vers la France de produits dont les méthodes d'élaboration sont interdites en Europe et en France. Ça, c'est la contradiction. Mais on ne devrait pas avoir peur. Pourquoi ? Parce que l'agriculture française, après la guerre, il y a eu le plan Marshall, il y a eu une loi de restructuration en 1964, qui était une loi d'avenir de l'agriculture. Elle était faite pour un marché commun. C'est important le sens des mots. Un marché commun, je vous ai dit, communauté économique européenne, marché commun, préférence communautaire, qui était à 6, ensuite qui est passé à 12 et à 15. Si on s'était tenu à cette sphère-là, cette sphère économique de l'Union européenne, pour le marché commun des produits agricoles, il ne devrait pas y avoir autant de détresse parce que les équilibres économiques, les échanges, les balances commerciales, la production, les tarifs, la demande, la consommation auraient été gérés de façon rationnelle en vertu des principes de l'Union européenne qui est un marché commun qui protège. Le CE, elle a été faite, on ne dit pas le mot protectionnisme, elle a été faite d'abord pour protéger le marché de ces pays européens face à une concurrence mondiale de l'Asie, de l'Amérique. À l'époque, c'était pas le cas. Et puis, un jour, on a décidé dans un acte de folie, et c'est Jacques Delors qui était président de la Commission européenne, ça s'appelle l'acte unique européen. On a décidé d'ouvrir le marché européen, au marché mondial, à cette concurrence internationale, alors que, en particulier, notre agriculture n'était pas armée pour aller sur ce terrain-là. Elle a été jetée en pâture à un marché international où il n'y a pas de concurrence libre et non faussée. C'est une concurrence déloyale, c'est une concurrence faussée. Et de toutes les manières, elle partait perdante puisque, vu la qualité de l'agriculture française, les exigences, les conquêtes que l'on a obtenues, ces normes que l'on critique tellement, ce sont des conquêtes des consommateurs, ce sont des conquêtes du pouvoir politique pour améliorer la condition de production, pour améliorer la qualité des aliments. Mais cela a un prix, et c'est une volonté du peuple français, c'est une volonté des Européens d'élever la qualité alimentaire pour que nos paysans et nos paysannes puissent vivre de leur travail, pour que l'environnement soit préservé, pour que cette agriculture qui est le patrimoine merveilleux, qui est vraiment le fleuron de l'économie française, plus encore que son industrie, cette agriculture, puisse continuer à se développer, à s'enrichir, à prospérer. C'était pour ça qu'on avait fait l'Europe. Mais dès lors qu'on ouvre l'Europe aux frontières internationales, c'est-à-dire qu'on détruit l'idée de cette protection de la préférence communautaire, que l'on doit à la préférence communautaire, eh bien on jette une activité économique en pâture à une agression contre laquelle elle n'est pas armée, elle n'a pas été préparée. C'est 40 ans ou 50 ans de gabegie. L'explication, elle est là. Alors la solution à la crise agricole, la énième crise agricole, celle d'aujourd'hui est tragique parce que les agriculteurs sont à bout. On se souvient encore il y a 2 ans, Gabriel Attal sur une motte de paille, jurant, promettant que jamais ça ne se reproduirait, que cette fois-ci on allait prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de dire, et qu'on allait résoudre cette crise. Rien du tout, on est au même point, et aujourd'hui c'est de plus en plus grave. Donc la solution, elle est européenne. Il faut croire en cette Europe-là, celle du marché commun à préférence communautaire, qui protégera nos agriculteurs, pas seulement les Français, les Espagnols, les Italiens. Nous avons des belles agricultures partout en Europe. Celle de la France est encore plus sublime parce qu'elle a une diversité, une richesse, une antériorité, une connaissance absolue. Voilà, c'est la solution sera européenne, mais pas avec cette commission, pas avec Madame Ursula von der Leyen qui est prête demain à trahir en signant le Mercosur. C'est un suicide. Au nom quoi? Au nom d'un libéralisme financier, de l'ouverture des marchés, d'un libre-échange débridé. Ça, c'est l'Europe des voyous, c'est l'Europe des coquins, c'est l'Europe des copains. Voilà, nous on veut l'Europe des Européens et on veut surtout défendre nos paysans et nos agriculteurs qui sont l'honneur et l'orgueil de la République, et on se battra à leur côté jusqu'au bout pour qu'ils aient gain de cause. Et justement, la colère des agriculteurs, on en parle dans un tout petit instant avec l'éleveur de cochons laineux que vous connaissez sans doute, Pierre-Guillaume Mercadal. Il est notre invité dans un petit instant. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Le fait du jour. Après 4 jours de mobilisation à travers toute la France, les agriculteurs continuent de manifester aujourd'hui contre l'abattage des bovins touchés par la dermatose nodulaire contagieuse, entre autres. Hier, la ministre de l'Agriculture a annoncé la vaccination accélérée de 750 000 bêtes. Une annonce qui ne passe pas, car pour certains agriculteurs, le problème est ailleurs et la gestion de cette contagion est la goutte de trop. On en parle avec Pierre-Guillaume Mercadal, éleveur de cochons laineux dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Pierre-Guillaume. Bonjour. Bonjour Pierre-Guillaume Mercadal, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui avec nous. Pierre-Guillaume Mercadal, on n'est pas à la première crise agricole, on n'est pas au premier coup de désespoir et de colère. Là, j'ai l'impression vraiment, parce qu'il y a un ras-le-bol certainement, que la fureur est immense. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Immense fureur. Je peux vous le confirmer parce que on entend souvent parler de colère, mais on est bien au-delà de la colère. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que ça dure et qu'on n'est pas entendu et qu'on n'obtient rien. Là, sur la dermatose, on touche à ce qu'il y a de plus sacré, à un des grands symboles de la France, à savoir ces vaches, oui. Avec des lois qui n'ont aucun sens. On n'est pas écouté. L'ensemble du monde agricole, rendez-vous compte, vous qui suivez l'alimentation et le monde agricole depuis bien longtemps, l'ensemble du monde agricole est uni. Tous les syndicats sont d'accord, à l'exception des grands pontes de la FNSEA, mais leurs bases sont avec nous et sont dissidentes partout. Absolument. On est tous unis, on a proposé un protocole à la ministre, elle refuse de nous donner l'heure, voilà, elle nous ignore complètement. Et là maintenant elle veut vacciner de force des animaux pour une maladie qui a très peu de mortalité et qui est soignable, donc si on la soigne on a encore moins de mortalité, alors que nous tout ce qu'on demande depuis 6 mois c'est que le vaccin soit disponible pour ceux qui veulent et que pour les autres on fasse tout simplement l'immunité naturelle, puisque il faut apprendre à vivre avec les virus, que par l'abattage on n'arrivera à rien, parce que si on abat les foyers on n'abat pas le vecteur de la maladie. Le vecteur de la maladie c'est les mouches, les tiques et les moustiques, donc ça m'étonnerait quelle est la solution pour nous en débarrasser. Et puis c'est une maladie qui est due au réchauffement climatique en fait. Ça a démarré il y a 50-60 ans en Afrique du Sud, c'est remonté à travers l'Afrique, aujourd'hui c'est chez nous et ça va continuer à arriver chez nous comme un certain nombre de maladies animales, parce que vu que les températures montent, les insectes, les animaux, les gens, tout est en mouvement et donc ça arrive chez nous, c'est inéluctable. Vous êtes quand même un peuple, une catégorie sociale, non, vous êtes un peuple, une partie du peuple français auquel la classe politique a quand même fait les plus grandes promesses, les engagements. On se souvient de Gabriel Attal devant sa motte de paille disant que plus jamais on ne revivrait ce genre de tragédie. Celle-là, absolument, comme vous dites, elle est épouvantable. Je sens la FNSEA un petit peu flancher. Armand Rousseau ce matin sur leur service public commençait à tempérer un petit peu ses premières positions. Est-ce qu'on peut dire d'une façon générale que la première alerte sur cette dermatose est survenue au mois de juin, qu'on aurait pu en tout cas commencer tout de suite dans du préventif, puisque ce sont des gens très méfiants, il paraît que la précaution. Est-ce que la première mesure de précaution, au lieu d'abattre la totalité du troupeau, c'est de ne pas commencer une campagne de vaccination dès qu'on a un symptôme et de ne pas attendre que la maladie soit installée pour commencer à paniquer? Alors tout à fait, mais je vais vous dire aussi que au-delà de la vaccination en fait, donc c'est une maladie qui est très peu mortelle pour les vaches et qui n'est absolument pas transmissible à l'homme. Le lait, la viande sont parfaitement consommables. Soyons précis, on dit entre 5, peut-être 10% du troupeau si... Non, si vous regardez, c'est pas ça les chiffres. Si vous regardez les chiffres de l'OMS, oui, vraiment officiels, que les gens trouvent en un clic sur Google, la mortalité est de 1 à 5%. Et la morbidité, c'est-à-dire la contagion, est de 10 à 20%. Donc vous allez perdre au maximum 5% de 20% de vos animaux qui seraient malades, ce qui représente 1% de mortalité. Donc est-ce qu'il vaut mieux que chaque paysan français perde une ou deux vaches que qu'on détruise des génétiques, des familles, des cheptels entiers et que ça brise des fermes et des vies? Je pense que la question se pose même pas. Après, pour ce que vous dites, tout à fait, nous on a demandé à ce que les vaccins soient disponibles pour ceux qui veulent et que les autres fassent l'immunité naturelle, parce que, comme je vous dis, c'est pas une maladie qui va tout décimer et l'éleveur est un professionnel, il doit pouvoir choisir ce qu'il veut pour ses animaux, ce qu'il veut mettre dans ses animaux pour que les consommateurs mangent exactement ce qu'ils veulent et soient informés.
Voilà, donc tout ça, ça me paraît assez sain et important, et ça doit être au choix de chacun. Alors, c'est ce qu'on demande depuis le début. Pierre-Guillaume, j'entends votre argument, et non seulement on l'entend, mais on peut éventuellement le partager. La seule chose, j'allais dire, les pouvoirs publics vous disent oui. Alors, ils réfutent totalement cette option. On laisse la maladie se développer, et puis il y aura un certain nombre de vaches d'animaux qui vont périr, mais ça sera une sélection naturelle, et on passera cette étape comme on peut le passer avec toute forme d'épidémie. Tous les virus. Oui, alors ils vous disent par contre, en termes d'image sur le marché, ça c'est une catastrophe parce que personne n'achètera plus de viande, on ne pourra plus l'importer, ça sera un fiasco. Voilà, c'est une théorie alors je veux dire, c'est de la mauvaise foi totale, parce que des maladies, il y en a plein. À l'heure actuelle, vous savez, il y a une maladie qui s'appelle la best-noisseuse bovine, qui a les mêmes symptômes et la même mortalité. Ah. Sauf que c'est pas une maladie d'aujourd'hui, donc du coup il se passe rien par rapport à cette maladie, et les vaches, les cochons, les poules, tout ce que vous voulez, ont toujours eu des maladies. Tant qu'elles sont pas transmissibles à l'homme, je vois pas où est le problème. Par contre, vous qui connaissez bien l'alimentation, il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'avec la politique vaccinale de Madame Genevard, à la minute où vous vaccinez les vaches, vous ne pouvez pas exporter pendant 14 mois. Voilà, ça c'est ce qui traumatise la FNSEA. Mais tous les broutards, c'est-à-dire tous les jeunes bovins qu'on ne consomme pas en France, parce que la viande n'a pas vraiment de goût, et qui partent être engraissés en Espagne ou en Italie pour devenir du gros, et toute cette filière-là, qu'est-ce qui va se passer? S'ils peuvent plus exporter la viande, ils vont la brader sur le marché français et faire effondrer le prix et tuer la filière. Ce qui servira qui derrière? Nos amis sud-américains et les traités de libre-échange. Et voilà. Donc, donc, si vous voulez, nous, la pièce de théâtre, on la voit, et je vais vous dire, il y a un protocole qui a été signé par l'ensemble des syndicats, où on propose quelque chose, où on fait quand même un pas, entre guillemets, vers la ministre, puisqu'on propose qu'on abatte les vaches malades, même si, de notre côté, ça empêche de créer de l'immunité naturelle, mais peu importe, on accepte l'abattage des vaches malades, et on met les troupeaux infectés en quarantaine, avec des prises de sang hebdomadaires, et à chaque prise de sang, s'il y a des animaux malades, on les abat. Et voilà, et si l'éleveur devait même perdre 10 ou 20% de son cheptel abattu par l'État, ça coûtera beaucoup moins cher à l'État, ça brise pas des familles, ça détruit pas une génétique, ça fout pas par terre une ferme, on gagne à tous les niveaux. Nous sommes bien d'accord, Pierre-Guillaume Mercadal, que cette viande, à part l'animal contaminé qu'on va abattre, et encore, si on va jusqu'au bout, on pourrait dire que malgré tout, on pourrait le consommer puisque la maladie n'est pas infectieuse, elle n'est pas zoonotique. En tout cas, les éléments du troupeau qui ne sont pas contaminés, même si on décide de les abattre, et vous avez raison de dire qu'on pourrait envisager de ne pas les abattre, si on les abat, cette viande est totalement consommable. Et quand j'ai suggéré... Oui, voilà, c'est ça. On m'a dit le produit létal rend la viande inconsommable. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de procéder autrement pour l'abattage que de mettre un produit létal? Tout à fait. Il suffirait pour ça de prendre des camions étanches et de faire envoyer ces vaches dans un abattoir avec des camions étanches et de faire une vague d'abattage juste pour ces animaux infectés. Et puis c'est tout. Oui, qu'on rajoute pas à la consommation. Qu'à cette tragédie animale, humaine, agricole, culturelle, sociale et sentimentale, on en rajoute pas en plus un gâchis économique avec cette viande perdue. Les millions de canards qui ont été abattus les dernières années avec la grippe aviaire, qui étaient parfaitement consommables, qui ont été euthanasiés et qui ont été mis à l'écarissage, c'est un gâchis énorme, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux, mais rendez-vous compte que pour la filière canard, c'est bien d'en parler une microseconde. Oui. On a tué 22 millions de volailles. 22 millions Derrière, de volailles. on a imposé une vaccination à tous les éleveurs avec un vaccin ARN, ce qui fait qu'énormément de gens n'ont plus voulu consommer de canard. Depuis quelques mois, le vaccin est un vaccin atténué, donc ce problème-là est réglé. Mais le vaccin est toujours obligatoire, et à partir de janvier, l'État se désengage de 60 centimes par dose. C'est-à-dire que pour un élevage standard de canard, ça représente une perte de presque 10 000 euros par an. C'est même pas ce que gagnent les mecs. C'est hallucinant. Pour autant, dans l'Union européenne, vous avez des gens qui aujourd'hui vous disent « je préfère manger de la viande qui vient d'Argentine ou de Brésil produite dans des conditions de merde, d'une viande infâme, où on applique des procédés qui sont interdits chez nous, que nos agriculteurs n'ont pas le droit d'utiliser, on va trouver ça meilleur qu'une viande dont le troupeau a été touché par la dermatose et dont le reste du bétail n'est pas touché. Et là, on va dire non, on ne peut pas manger. C'est qu'on on marche plus par-dessus tête. Je vous ai déjà entendu, je me suis permis de vous appeler par votre prénom, mais je vous ai déjà entendu plus d'une fois dans ma vie. Il y a un sujet qui fait que la colère ne va pas retomber et que j'espère qu'on va vraiment arrêter ce pays en janvier et que la population nous rejoindra.
c'est que là, ce qui se joue, c'est la fin de la souveraineté alimentaire. Et je vais pas vous l'apprendre à vous, c'est le premier maillon de la chaîne. C'est sur ça qu'on a bâti notre société. C'est sur ça que se bâtissent toutes les sociétés. Si on perd la souveraineté alimentaire de manière définitive, c'est le destin des Français qui nous est enlevé, parce qu'en fait, on subira ce que nous, la France, les Américains et autres, avons pu faire subir à un certain nombre de pays en voie de développement dans l'histoire. Parce qu'à partir du moment où on ne sera plus maître pour se fournir en nourriture, on peut toujours faire une révolution. C'est ceux qui nous fourniront qui décideront. Et il faut bien préciser aux gens que la viande sud-américaine, comme les produits d'Ukraine, c'est pas des produits de petits paysans, c'est des fermes qui font des centaines de milliers d'hectares, ce qui paraît inconcevable chez nous, et qui appartiennent à des consortiums qui pèsent des milliards d'euros. Il faut savoir que la viande sud-américaine a mangé le marché nord-américain. Les commandants américains se sont fait avoir par les Brésiliens. On écoute un auditeur de Sud Radio qui ce matin s'est manifesté. Écoutez-le. Mais alors, moi, je vais être très clair avec vous, Valérie, et j'espère ne froisser personne, mais en fait, le constat, il est très clair. Ça fait des années qu'on est géré par des gens qui n'aiment pas la France, par des globalistes, des mondialistes, des européistes. Ces gens n'aiment pas la France, et je crois qu'enfin, malgré tout le mal que se donnent les médias pour effacer cette évidence, je crois qu'enfin les Français ont compris. Je crois que la France est vouée à disparaître si les Français ne réagissent pas, si la population française ne réagit pas. Et je pense qu'aujourd'hui, le point de bascule, il est peut-être en train justement d'être... il est là, il est peut-être là, le point de bascule qui peut faire que les Français vont se révolter. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Ouais. Et je connais l'histoire de ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, on a coupé la tête de Louis XVI pour des raisons beaucoup plus légères que ce que font nos dirigeants actuels, très sincèrement. Pierre-Guillaume, il y va un peu fort, et je partage pas toute ça, en tout cas la fin de sa phrase, mais sa colère est quand même intéressante. Alors moi, je vais vous dire, je partage ce qu'il a dit, et je trouve pas qu'il y aille un peu fort, parce que vous savez, depuis Sarkozy, il n'y a plus le crime de haute trahison dans ce pays. Et moi, ce qui me terrifie, c'est que quelles que soient les opinions politiques de celui qu'on met à la tête de ce pays, faut qu'il aime son pays et qu'il aime son peuple, et ce n'est absolument pas le cas d'Emmanuel Macron. Et puis l'autre cancer de ce pays, en dehors des mondialistes, c'est d'être dirigé par ces technocrates qui n'y pompent rien. Madame Genevard est peut-être une excellente prof de français et de latin, mais elle ne comprend strictement rien à l'agriculture, elle est arrogante avec nous, elle nous méprise, mais comment, mais en fait, je n'arrive pas à concevoir comment vous pouvez cracher sur l'ensemble des syndicats d'une profession. Ce gouvernement est dépassé. Pierre-Guillaume, ce gouvernement est dépassé. Ils sont dépassés et ils le proclament. Voilà, Pierre-Guillaume, merci pour ce témoignage, c'était un peu court, mais je pense que, hélas, l'actualité nous donnera certainement l'occasion d'en reparler avec vous, et merci d'avoir dit avec le fond du cœur votre colère et votre indignation. Les perles dans un instant, restez bien avec nous, 0826 300 300 pour intervenir en direct, poser vos questions ou simplement réagir. Vous restez bien avec nous jusqu'à 14h sur Sud Radio dans la France dans tous ses états, à tout de suite. Le sapin de Noël Sud Radio. Alors le temps que Perico trouve le cadeau à vous faire gagner dans la France dans tous ses états, sachez que vous pouvez en gagner tous les jours dans chaque émission. Ça y est. J'ai trouvé. Ma chère Maude, le Père Noël de la France dans tous ses états offre une fabrique à histoire Luni avec un abonnement Luni, L-U-N-2-I, Luni. La fabrique à histoire Luni est la seule conteuse qui permet aux enfants de choisir tous les éléments de leur histoire et d'écouter leur création unique, un élément pédagogique. Ça peut être une cafetière, ça peut être un forfait de ski, ça peut être, je sais pas, un truc pour faire la cuisine. Là, c'est de la culture, c'est de l'histoire pour les enfants, formidable. Alors vous faites sapin, S-A-P-I-N, avec un SMS ou un texto au 7 20 18 7 2 0 1 8 et vous remportez la fabrique à histoire Luni avec un abonnement Luni. Résultat des courses de ce traîneau avec c'est la mère Noël Maude, c'est la mère Coffler Noël, enfin je sais pas dans quel sens faut le donner. Elle vous donnera le nom du l'heureux gagnant ou de l'heureuse gagnante qui nous appellera. À tout à l'heure. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. On connaît tous ce moment où en prenant un billet de train, on se dit « c'est fou ce que ça a augmenté les prix de la SNCF ». Eh bien, sachez que ça n'a rien d'un simple sentiment. Et encore, Maud, vous savez qu'on nous explique que c'est pas le vrai prix.
c'est déjà très cher, et que s'il n'y avait pas l'aide de l'État, ça serait encore plus cher que ça. Eh bien, figurez-vous que cette augmentation, elle touche les trains Ouigo, qui sont les trains bon marché. Hein. On pourrait dire quoi, les trains charters par la SNCF, 73% d'augmentation depuis 2017. Il faut comprendre pourquoi. On est passé de... Alors, TGV compris, Inouï compris, on est passé de 110 millions de voyageurs en 2017 à 124 millions en 2023. C'était il y a 2 ans, il y en a encore d'ici là. Le billet de Ouigo était à 19,80 en moyenne en 2017, il est à 34,20 €. C'est beaucoup plus cher. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les TGV ont augmenté, la circulation des TGV a baissé de moins 17,5%. Il y en a moins, alors que le Ouigo a augmenté, les parcours de Ouigo, le nombre de Ouigo de 185%. Vous imaginez la manne financière que ça suppose pour la SNCF. Et effectivement, puisque la demande est forte, eh bien, la demande étant forte, eh bien, l'offre augmente. Oui, ça veut dire qu'on est quand même un peu un système de bourse de chemin de fer. Et comme il y a beaucoup de demandes, eh bien, les prix grimpent. C'est étonnant parce que bon, c'est censé être destiné à des revenus modestes, à des gens qui n'ont pas les moyens de voyager, de prendre le train. Ça reste un peu moins cher, mais ça l'est beaucoup moins. Voilà, à savoir, est-ce que ça va continuer encore à augmenter ou est-ce qu'on va s'arrêter là? La SNCF, c'est censé toujours être un service public, n'est-ce pas, pour transporter. C'est le train de la France. Et si ça doit devenir une machine commerciale, et en plus on nous explique, oui, mais si c'était vrai, ça serait encore plus cher. Voilà, tout ça n'est pas rassurant. Peut-être problème de gestion. Monsieur Jean Castex est arrivé à la tête à la présidence de la SNCF, à la tête de la Société nationale des chemins de fer français. Espérons que monsieur Jean Castex, dont on connaît la sagesse, la prudence et la compétence, essaiera de rétablir des tarifs plus conformes à ce que les pouvoirs d'achat des Français attendent aujourd'hui. Et oui, quand les enseignes françaises ne ferment pas, elles sont rachetées, Perico. Alors je vais vous dire, Maud, ça rejoint un peu la tragédie agricole, les tragédies agricoles que nous avons traversées, celle-là en particulier sur la dermatose bovine. Grand Frais, c'est l'enseigne, j'allais dire, qui commercialise les produits Grand Frais, les produits du terroir, les produits d'agriculture. Grand Frais, ce sont de très belles enseignes. Grand Frais, c'est 2300 producteurs français, c'est 10 000 collaborateurs, c'est 450 magasins. Donc ça appartient à une société nordique qui s'appelle Ardian depuis 2017, qui avait entre-temps créé Océalliance pour des poissonneries, Novo Viande pour des boucheries, tout ça dans une qualité, dans une éthique agricole que nous défendons. C'est celle, comme disait Pierre-Guillaume Mercadal tout à l'heure, c'est l'agriculture française, c'est pour donner à manger à la France des produits de qualité. C'est pas la haute gastronomie, ça n'a rien à voir. Ça peut l'être aussi, hein. Pas de grands cuisiniers sans paysans, hein. Vous connaissez ma devise depuis 30 ans, voilà. C'est parce que nous avons un patrimoine agricole absolument sublime que nous sommes le pays du bien manger et que nous avons pu développer une culture gastronomique, une connaissance, j'allais dire, et une science de la bonne chair aussi performante et qui attire autant de gens du monde entier chaque année. Donc Grand Frais passe sous contrôle américain. Ça a été vendu à une holding, Apollo, qui est un fonds de pension américain. On n'a pas la somme, ils n'ont pas voulu le dire. Voilà, on en est là. C'est terrible. Est-ce qu'on va pouvoir inverser? Enfin, si Grand Frais passe sous contrôle américain aujourd'hui, je ne vais pas pousser la métaphore jusqu'à vous dire que c'est comme si on vendait Notre-Dame ou le château de Versailles à un consortium étranger. Mais si on commence à vendre nos marchands... On vend notre ventre aux Américains. Alors, on a vendu aux Chinois, on sait qu'on peut vendre des ports, des aéroports, bon voilà, des vignobles, voilà, comme vous dites, des vignobles, grands vignobles sont vendus à des étrangers. Un peu de protectionnisme, en tout cas Grand Frais sous contrôle américain, c'est un symbole de civilisation totalement désastreux qui va dans ce que nous appelons aujourd'hui la grande gabegie nationale et dont la crise agricole et la souffrance agricole est le premier et le principal témoignage. Bien sûr, sur Sud Radio, nous allons essayer de défendre ces gens qui veulent défendre ce patrimoine français. Un maire contraint de marier une personne sous obligation de quitter le territoire français. J'aime bien qu'on dise au QTF en entier,
obligation de quitter le territoire français. Ah oui, mais en attendant, je vais me marier dans une mairie française, sous le buste de Marianne, avec la photo d'Emmanuel Macron dans la mairie, et le maire va prononcer cet acte civil, qui est un acte légal de la République, à quelqu'un qui ne devrait pas se trouver là. Le maire a démissionné, ses adjoints avec Perico. Ça se passe à Chessy en Seine-et-Marne. Un homme d'une quarantaine d'années a demandé à la mairie de pouvoir se marier avec sa compagne européenne, sauf que l'homme en question est soumis à une obligation de quitter le territoire français, comme vous dites, depuis 2022. Alors première question, que fait-il encore ici? Réponse, comme vous le savez, seuls 7% des OQTF sont appliqués chaque année. Revenons à notre mariage. Le maire de Chessy, Olivier Bourgeot, refuse de célébrer ce mariage, jugeant l'union insincère. Il estime que ce n'est pas au maire d'assumer les conséquences d'un travail que l'État n'a pas fait et dénonce un problème d'exemplarité et de logique du système. Mais ce qu'on apprend finalement, c'est que si cet homme s'est vu infliger une obligation de quitter le territoire, c'est au motif d'un séjour irrégulier. Et le séjour irrégulier n'est pas un motif suffisant pour la justice pour s'opposer au mariage. L'OQTF non plus apparemment. Le couple souhaitant se marier a donc initié une procédure de référé civil qui a abouti le 10 décembre à une ordonnance enjoignant la mairie de procéder à la célébration du mariage. Mardi, le procureur de la République de Meaux a même rappelé le maire de Chessy à ses obligations, mais Olivier Bourgeot, en place depuis 37 ans, ne changera pas d'avis. Il a donc présenté sa démission avec l'ensemble de ses adjoints. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Béziers? Oui. Monsieur Ménard, maire de Béziers, a refusé de marier un OQTF. En plus, c'était un mariage probablement blanc. Eh bien, il a dû répondre devant la justice, alors que c'est lui qui respectait les lois de la République, et c'est lui qui a été inquiété. Affaire à suivre. Enfin, là, on est quand même là aussi un peu cul par-dessus tête. Bon, enfin, j'aimerais bien un jour que Maud, on invite un juriste qui nous explique comment un procureur de la République et des juges peuvent reprocher à un maire d'appliquer la loi. Ça fait partie des paradoxes de la France. Et on apprend que le cambriolage de la maison de Christophe Beaugrand et son mari en juin dernier aurait été commandité depuis une prison. Oui, c'est notre confrère Morandini qui le révèle. Donc Christophe Beaugrand et son mari, son compagnon, je crois qu'ils sont mariés, et ils ont été victimes d'un homejacking. Eh bien, on apprend que ce homejacking a été téléguidé depuis une cellule de la prison de Meaux. Donc on avait su par l'incarcération du président de la République, l'ancien président Sarkozy, qu'il se passait des choses dans les prisons. Eh bien là, la prison finalement, on se demande s'ils sont pas encore plus à l'aise pour commettre leur forfait que s'ils étaient à l'extérieur. À suivre, hein, ma chère Maud. À suivre, bien sûr. Et on apprend, une jeune caissière qui faisait des vidéos sur les réseaux sociaux pour promouvoir l'enseigne du magasin est désormais la cible de harceleurs. Oui, alors elle s'appelle Léonie, c'est le magasin Carrefour de Laval, il y a un Carrefour à Laval. Elle faisait sur TikTok un peu de la chorégraphie des chansons, elle est devenue célèbre, c'est une animation qui est formidable, même si on n'est pas trop TikTok, mais enfin ça c'est un autre problème. Et du coup cette notoriété, cette célébrité, d'abord a attiré des attroupements, ils venaient, elle est devenue la star, elle est devenue la gloire, et du coup effectivement, comme toute personne célèbre, elle a été l'objet aujourd'hui de menaces, enfin de contraintes, qui fait qu'elle a un agent de sécurité, donc la caissière du Carrefour de Laval a un agent de sécurité parce qu'elle a fait quelques démonstrations de bonheur et de bien-être sur TikTok, mais on vit une époque formidable, ma chère Maud, pourvu que ça dure. Et un conseil essentiel pour finir, ma chère. On approche la date fatidique, oui. Nous-mêmes à Sud Radio, on se prépare. Chez nous, c'est Noël aujourd'hui. Qu'est-ce qui se Sud passe Radio. Si vous aussi vous détestez les Secrets Santa, ces mini-Noël organisés par les entreprises qui consistent à piocher le nom d'un collègue au hasard et lui offrir un cadeau absolument nul et surtout pas cher, écoutez bien ce qui suit. La plateforme de cagnotte solidaire Tribi a lancé son concept de Secret Santa. Le principe, au lieu d'acheter un objet inutile, chaque participant fait un don à une association et offre un cadeau 0 €. 16 cagnottes ont été ouvertes cette année. Les 3 000 € récoltés pour le moment iront à l'association Make-A-Wish qui réalise des rêves d'enfants malades. Dès l'an prochain, chaque organisateur pourra choisir l'association de son choix parmi une liste proposée. Ensuite, un tirage au sort est réalisé directement sur la plateforme. Et Tribi propose donc à chaque participant d'offrir des cadeaux qui ne coûtent rien à part le don effectué. À noter que les dons sont éligibles à 66% de déduction d'impôts. Bon, moi, vous savez ce que je vous offre, hein, ma chère Maud. J'ai un doute. Mais pas du tout. Toute mon estime et toute ma considération. Donc ça une petite bouteille aussi au passage. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous parce que nous allons avoir un policier, monsieur Soligon, qui va nous parler du fameux radar IA qui va pouvoir nous espionner dans la voiture. Et puis appelez-nous au 0826 300 300. Vous avez peut-être vous aussi. J'ai peur. Vous savez comme Bigard avec la chauve-souris. J'ai peur du radar IA. Midi 14h.
Sud Radio, la France dans tous ses états. De nouveaux radars boostés à l'intelligence artificielle pour fliquer un peu plus les conducteurs. Bonne ou mauvaise nouvelle, la sécurité routière a quand même tenu à rassurer les automobilistes. Pour le moment, ces radars ne sont pas homologués. Leur installation n'est donc pas forcément imminente, mais est-ce vraiment la priorité? On en parle avec le délégué départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat UNSA Police. Bonjour Romain Soligon. Bonjour. Comment dois-je vous appeler? Vous êtes lieutenant, capitaine, commandant? Comment je peux vous... Alors, je suis brigadier chef. Vous êtes brigadier chef. Mes respects, brigadier chef. Donc, vous représentez l'UNSA dans les Bouches-du-Rhône. Département qui, depuis j'allais dire, hélas, depuis longtemps, est au cœur d'une certaine tourmente au niveau de l'ordre public de la sécurité. Là, on va pas parler narcotrafic, mais on en dira quand même un petit peu un mot parce que j'ai besoin de votre avis sur la situation actuelle. Voilà. Et on a ce radar très intelligent, donc l'intelligence artificielle. On pensait pas que ça allait s'étendre jusqu'à la sécurité routière. En deux mots, il va être vraiment révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va vraiment détecter, voir et pouvoir sanctionner des choses que jusqu'à présent les radars n'ont pas pu faire. Et deuxième question, est-ce que ça va dans le bon sens de la sécurité routière ou à un moment donné, il y a une petite limite, là c'est aux policiers que je m'adresse, mais en même temps forcément à l'homme de droit, ça va aller peut-être un petit peu plus loin que ce que la marge de liberté devrait garantir aux citoyens. Alors l'intelligence artificielle, c'est une évolution qui est inévitable et potentiellement utile pour nous. D'accord. Elle est de partout dans notre vie aujourd'hui. L'intelligence artificielle, elle est même aux impôts à Bercy, dans les salaires, le calcul des salaires des fonctionnaires de police. Il y a une IA qui la gère aussi. Donc l'IA devait fatalement arriver sur les radars. Aujourd'hui. La mise en place de ces radars, il y a eu une période en fait d'adaptation et de mise en place qui était sur 2025. Aujourd'hui, en 2026, donc ils le mettent en place. Cette IA, elle va principalement se positionner sur les radars tourelles. Vous savez, ceux qu'on voit pulluler au bord des routes. Ces radars-là. Ils vont, alors l'IA... Ce sera expérimental d'abord, Romain Soligon, ça sera expérimental ou c'est déjà planifié? Alors, c'est déjà planifié en fait, ça a été expérimental sur l'année 2025 et devrait rentrer en fonction en début 2026. Qu'est-ce qu'il voit de plus que l'autre? Il voit à l'intérieur du véhicule? Alors certains, notamment pour tout ce qui est, vous savez, les voies de circulation de covoiturage. Oui. Les radars tourelles, donc qui seront, c'est les Mesta Fusion 2 pour le nom technique. Ils seront équipés de l'IA et il y aura une détection infrarouge qui détectera les personnes à bord du véhicule, c'est-à-dire femmes, enfants, animal, ainsi de suite, et notamment pourra verbaliser si la personne est toute seule dans le véhicule. À quoi ressemble un radar tourelle? Moi, je sais ce que c'est, mais faites-nous la description. Le radar tourelle. C'est un radar qui est monté en fait sur un pylône, alors une grosse boîte grise, montée sur un pylône qui se trouve au bord des routes. Je ne saurais pas vous dire vraiment. Oui, c'est ce qu'on trouve partout sur les périphériques, etc. Il vous voit à quelle distance? Le radar IA vous voit à quelle distance? Un peu plus loin que le radar actuel ou non? Ou c'est pas une histoire de distance? Non, la distance, c'est pas une histoire de distance en fait. Là, c'est plus sur le. Là, on parle sur le fond technique en fait. C'est exactement le même radar. La différence qu'il y a avec l'IA, c'est que celle-ci sera en capacité de voir si vous avez la ceinture, si vous n'avez pas la ceinture, si vous avez un téléphone au volant, si madame se maquille ou monsieur mange au volant, et ainsi de suite, puisque c'est verbalisable. Voilà, tout ça, en fait, le radar pourra le voir et le prendre en compte, alors qu'aujourd'hui, il ne prend que l'excès de vitesse. Bien sûr. Vous allez avoir aussi maintenant les distances de sécurité des véhicules. Le véhicule qui vous précède, s'il est trop près de vous, ça peut arriver à beaucoup d'entre nous, le véhicule sera verbalisé. Romain Soligon, vous convenez, je le constate moi-même dans ma vie d'automobiliste, que les incivilités se multiplient. Autrefois, c'était de la part de gens dont on considérait qu'ils étaient imprudents, jeunes. Aujourd'hui, je le vois de la part, par exemple, de mères de famille en retard le matin, en déposant leur enfant à la crèche sur une route départementale qui est à 80 ou 70. On passe à 90 ou 100 parce qu'on est à la bourre avec le gamin derrière, quelquefois pas attaché. C'est hallucinant. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Est-ce qu'on pourrait multiplier les formes de contrôle, y compris sur des itinéraires secondaires, pour que les gens sachent qu'ils sont surveillés en permanence? Parce que finalement, la bonne conscience et le civisme, c'est fini.
Vous savez, là, l'introduction de l'IA dans les radars, c'est principalement pour lutter sur l'insécurité et la délinquance routière. Effectivement, vous avez raison. Et nous, on le voit arriver quand même d'un bon œil, parce que ça va traiter en fait les infractions dites de masse, entre guillemets, c'est-à-dire les infractions téléphone au volant, ceinture. Ça, c'est bien. On se réjouit jamais d'une mesure de policière, mais à un moment donné, on est content de l'avoir quand même. Il y a quand même ce côté-là. Donc après, moi, au syndicat et avec pour mes collègues, nous, on a cette, ça va nous libérer du temps. Vous imaginez bien que cette IA va libérer un peu de temps pour les collègues qui, eux, ne seront pas physiquement au bord des routes sur une surveillance statique. Ah, vous pourrez enfin poursuivre les voleurs et les bandits. Ça, c'est un vœu pieux, c'est un vœu pieux. Mais oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, effectivement, aujourd'hui, on le voit arriver d'un bon œil, mais on garde quand même une petite réserve. La réserve, elle est sur... vous savez, il y a souvent un décalage entre ce que la technologie peut faire et la réalité administrative. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de procès-verbaux vont augmenter. Vous imaginez bien que ça va augmenter. Il y aura la paperasse. Exactement. L'IA va en prendre beaucoup plus. Donc le volume de procès-verbaux va augmenter. Il va falloir les traiter, ces procès-verbaux. Qui va les traiter? L'intelligence artificielle. Ah ouais, mais justement, on va se poser le problème de comment vous allez faire la distinction entre une ceinture noire, parce qu'en fait c'est ça, l'IA, elle va regarder s'il y a une ceinture noire qui va être sur le pull. Oui. Et si vous avez un pull noir, qui va faire le distinguo? Est-ce que c'est l'IA qui va trancher de suite et qui va dire, bah tiens, finalement, je vous verbalise? Vous êtes en train de nous donner la combine pour essayer d'éviter. Donc tout le monde en chemise blanche pour conduire. Non, mais pas forcément d'éviter. C'est juste que c'est les limites en fait de la technique. C'est-à-dire qu'il y aura toujours en fait un humain, donc un policier derrière, qui va devoir retraiter, re-regarder en fait l'image et dire, ok, validé ou pas. Voilà. Oui, Romain Soligon, je vous interromps, mais il y a une chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais réduire, ce sont les refus d'obtempérer. Et j'en parle parce que récemment, en fait, certains préfets, depuis des années, demandent à leur police de moins intervenir, de lever le pied, comme on dit, sur ce genre d'intervention, sur les courses-poursuites, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en pensez à l'UNSA Police? Alors, les refus d'obtempérer, vous savez, ça a toujours été un petit peu le serpent de mer des ministres de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit il faut absolument poursuivre, notamment M. Retailleau, qui avait changé la note de service en nous disant que dorénavant, on pouvait poursuivre, parce qu'au départ, on devait poursuivre sur un refus d'obtempérer que pour des faits graves et de mise en danger d'autrui, ainsi de suite. Aujourd'hui, la note a un peu changé. M. Retailleau avait fait des changements. On pouvait suivre dans tous les cas de figure. Sauf que ça a engagé la responsabilité des fonctionnaires de police, notamment du conducteur et encore plus du chef de bord qui est dans la patrouille. Vous conviendrez avec moi que c'est ni plus ni moins qu'un petit changement entre deux lignes, mais pour dire attention, si vous poursuivez et qu'il y a un problème, ça sera de votre responsabilité. Donc au final, vous dire aujourd'hui poursuivre des refus d'obtempérer, et il s'en passe peut-être 5 par jour, je crois. Donc non, mais c'est colossal. Romain Soligon, Marseille et les Bouches-du-Rhône sont au cœur de l'actualité avec la tragédie des narcotrafiquants. On peut parler de tragédie parce que ça prend des proportions épouvantables. On a entendu beaucoup de choses, mobilisation des pouvoirs publics, déclaration de la part de nos gouvernants, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, tout le monde. Enfin voilà, c'est devenu une cause nationale. Vous, sur le terrain, en tant que policier des Bouches-du-Rhône, vous, d'abord, sentez-vous qu'il y a vraiment des mesures efficaces de prise et que ça va faire changer les choses? Pensez-vous que c'est suffisant ou que le problème est à ce point grave que ce qui a été dit et annoncé ne permettra pas de juguler efficacement l'essor du narcotrafic? Nous en avons parlé la dernière fois dans la dernière émission et je reviens dessus. Vous savez, on nous dit nous sommes en guerre. Effectivement, oui, c'est une guerre. Effectivement. C'est une guerre parce qu'aujourd'hui, on se retrouve contre des narco-entreprises, en fait, qui sont, c'est colossal, avec des fonds colossaux. Qui dit guerre dit arme. Qui dit guerre dit arme, on est d'accord. Qui dit guerre dit arme, tout à fait. Et aujourd'hui,
La semaine dernière, nos collègues de la brigade des stupéfiants ont encore fait des saisies avec des kalachnikovs, avec des stupéfiants, ça devient monnaie courante, c'est permanent. Voilà, c'est permanent. On nous parle de guerre, pas de problème, mais derrière, il faut nous donner des moyens. En fait, les moyens pour lutter. Alors on nous dit oui, il va y avoir, mais non, il nous faut des moyens et aussi bien en effectif, mais juridiques, administratifs, politiques et matériels, évidemment. Exactement. Il faut surtout des moyens juridiques aussi. Vous savez que nous manquons d'OPJ. Nous avons aujourd'hui en France, je crois que c'est, pour les chiffres, je veux pas, pardonnez-moi si je suis pas à la virgule près, mais je crois que c'est 21 000 postes en France. Il n'y en a que 17 000 de pourvus. Nous manquons d'OPJ. Il n'y a pas d'officier de police judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, déjà, la reconnaissance en fait de l'officier de police judiciaire, elle n'est pas reconnue dans la police nationale. Que vous ayez OPJ, vous gagnez peut-être autant que le collègue qui est sur la voie publique et qui lui fait un autre métier. Attention, je ne compare pas. Simplement, il y a une différence. Et donc, il nous faut comme des OPJ pour traiter les dossiers. Donc si on n'a pas ça, ça va être très compliqué. Et au-delà de ça, bien l'arsenal juridique, comme vous avez dit, que nous n'avons pas aujourd'hui. On l'a pas. Donc, il en est en sécurité et en politique policière comme en amour. L'amour, c'est bien, on attend des preuves d'amour. Et là, on attend des actes plus précis de la part du pouvoir politique que vous ayez à votre disposition. Parce que c'est vous qui êtes en première ligne, c'est vous les soldats de la République face à ces ennemis dangereux. Et vous avez le droit d'avoir les armes dont vous avez besoin pour être efficace. Romain Soligon, on se dit à très bientôt parce que je pense qu'on aura l'occasion de se parler. Merci d'avoir été chez nous aujourd'hui. Allez, vous restez bien avec nous, chers auditeurs, jusqu'à 14h. Nous serons dans un instant avec Antoine Isambard, rédacteur en chef du site d'investigation sur le renseignement intelligence online et co-auteur de Les espions du président, paru aux éditions Albin Michel. On parlera des secrets et des échecs du renseignement sous la présidence d'Emmanuel Macron. 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes avec Perry Colliga sur Sud Radio et je reçois Antoine Isambard, co-auteur avec Pierre Gatineau des espions du président. Alors de toutes les facettes que l'on connaît au président de la République, toutes ses énergies, toutes ses initiatives, ses grandes capacités intellectuelles, on en découvre une. Est-ce qu'il serait le James Bond de l'Élysée ? Voilà. Est-ce que les couloirs de la présidence de la République peuvent quelquefois prendre des relents de Mission Impossible ? À la lecture de cet ouvrage, on peut considérer que oui. En tout cas, on découvre qu'il y a un énorme intérêt d'Emmanuel Macron pour la question de l'espionnage, pour les services secrets, que la France est dotée de différents organismes avec des sigles compliqués, on ne va pas toutes les citer. Nous, on a connu la DST, la DGSE, le SDEC autrefois, et il y en a plein d'autres avec des fonctions différentes. Il les a amplifiées, il les a multipliées, et effectivement, il y a une énergie, il y a une énergie du service secret à l'Élysée, et on voit que le président de la République, Emmanuel Macron, en a fait usage avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour lui est très important. Question préalable, Pierre Isambard, c'est la question qu'on pose rituellement quand on a ce genre de document. Je l'ai lu avec passion, on le dévore, c'est un délice. C'est prenant, c'est un feuilleton, c'est comme si au lieu que ce soit un feuilleton télé, c'est un feuilleton écrit. Est-ce que, on est bien d'accord, aucune révélation violant le secret défense, ni aucun élément pouvant mettre les services secrets en difficulté dans ce livre. Vous avez été les noms qu'il fallait pas citer et vous avez révélé des choses que vous pouviez révéler, d'autres que je pense... Oui, disons qu'on a respecté la loi évidemment et parmi ces règles, le fait de pas citer de nom, l'identité d'un agent est quand même la première d'entre elles. Voilà, après des opérations, on raconte des choses qui sont quand même secrètes et voilà, mais on n'a mis personne en tout cas en danger évidemment dans ce livre. Vous avez obtenu des informations. D'abord, vous êtes journaliste d'investigation sur un site connu pour ses capacités d'investigation. Donc il y a des renseignements que vous avez obtenus vous-même en creusant, en fouillant. D'autres informations vous ont été transmises de façon absolument claire et nette de la part de vos informateurs. Est-ce qu'à un moment donné, on vous a fait comprendre, attention, terrain dangereux, terrain miné, n'allez pas là, ne dites pas ça, ou vous voyez, dans une conversation, vous pouvez dire ça, n'en parlez
parlez pas, vous voyez, il restait les en off. On a toujours des interlocuteurs, on va dire, prudents. Après, on n'a pas eu de pression particulière. Je dirais qu'avec Pierre Gastineau et moi-même, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on enquête sur le renseignement alors pour une bonne partie, en tout cas pour Pierre et moins pour moi, pour Intelligence Online. Et c'est vrai que voilà, du coup, on a pas mal de sources avec qui on peut avoir un climat de confiance et qui ont permis que ce livre se fasse. Voilà, encore une fois, nous, le postulat de départ, ça a été, en fait, on a eu, je dirais, il y a à peu près 1 an ou 2, on avait des remontées assez fortes de l'Élysée et des services de renseignement qui consistaient à dire qu'Emmanuel Macron avait une appétence extrêmement forte pour le renseignement, ce qui n'était pas évident, en fait, par rapport à ses prédécesseurs. On se souvient une des phrases qu'on prête au général de Gaulle, qui est quand même l'incarnation du côté régalien pour un président, était de dire qu'il faisait la politique étrangère avec ses ambassadeurs et pas avec des services secrets incontrôlables. Donc il y avait eu des affaires à l'époque, l'affaire Ben Barka notamment. Mitterrand avait eu l'affaire du Rainbow Warrior qui avait aussi, en fait, je dirais durablement porté atteinte à l'image des services, qui étaient considérés comme barbouzards, comme des pieds nickelés. Et il y a vraiment eu une évolution, en fait, dans les années 2010, sous François Hollande, avec les attentats de 2015, où là, véritablement, vis-à-vis de l'opinion publique, c'est devenu légitime, en fait, d'avoir des services de renseignement pour nous protéger contre le djihadisme et contre des attentats. Et voilà. Et je dirais qu'aussi, il y a eu, à cette époque-là, le Bureau des légendes, qui a permis aussi de redorer l'image, de recruter beaucoup plus facilement des agents pour les services de renseignement, et notamment pour la DGSE. Et Macron, en fait, est arrivé à ce moment-là. Et lui, qui venait pas du tout, en fait, du monde régalien, c'est un banquier d'affaires, contre toute attente, a eu une appétence extrêmement forte pour les services de renseignement, a dopé leur budget, a voulu diriger un peu, beaucoup plus les opérations que pouvaient le faire ses prédécesseurs, qui voulaient plutôt, en fait, avoir une sorte de garde-fou ou quelqu'un, finalement, qui pouvait être responsable, mais pas directement le président. Et Emmanuel Macron, ça a été l'inverse. Il a vraiment dirigé, demandé aux espions des opérations d'entrave. Il s'est pris un peu, vous parliez de Mission Impossible ou de James Bond, on n'en est pas forcément là, mais il y avait quand même cette idée, effectivement, de diriger et d'être un peu un maître espion. Et c'est ce qui nous a un petit peu bluffé, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce livre. C'est un vrai pouvoir qui relève du chef de l'État. Il décide seul, dans le secret, il a quasiment pas de compte à rendre, il est entouré de services et de gens compétents, bien entendu. Ça a toujours existé, hein. Le secret du roi, déjà sous Louis XIV, évidemment, l'espionnage au 19e et au 18e siècle n'était pas le même. Vous avez parlé du général de Gaulle, il y avait la guerre d'Algérie, il y avait l'OAS, donc besoin de se protéger. Déjà la guerre froide, l'espionnage et le contre-espionnage, hein. La DST c'était le contre-espionnage, et puis ensuite il y a la sécurité intérieure, donc maintenant c'est Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, et DGSI, du secret intérieur. L'Élysée contrôle les deux. Le président de la République a tout pouvoir dans l'organisation, aucun contrôle du Parlement. Le gouvernement lui-même, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Armées sont consultés ou pas. Est-ce que le président de la République peut, s'il le veut, prendre des décisions tout seul dans son bureau à l'Élysée, dans sa cellule secrète, sans rendre compte à personne? Non, il y a quand même ça évolue, il y a des garde-fous. Alors certes, le président nomme les patrons des services de renseignement, même si la DGSE, par exemple, est statutairement parlant rattachée au ministère des Armées. La DGSI est rattachée au ministère de l'Intérieur. Mais donc, il a ce pouvoir de nomination parce que, voilà, c'est des personnes qui vont être amenées à côtoyer les secrets les plus sensibles de la République. Après, il y a des petites frictions de susceptibilité, quelquefois. Le ministre, le directeur général peut dire moi, j'ai pas été prévenu ou j'ai été prévenu après. Voilà, ça peut Bien sûr, d'autant que, en fait, le DGSE, même s'il est rattaché encore une fois au ministère de l'Intérieur, des Armées, en fait, il y a un lien direct avec le président et on va dire que le président est son interlocuteur privilégié. Après, il y a quand même des garde-fous. Il y a eu une loi, notamment la loi de 2015, qui en fait a un peu réglementé le comportement des services. Il y a une commission sous François Hollande, elle est prise sous François Hollande. Il y a une délégation parlementaire au renseignement qui n'a pas des pouvoirs finalement très important, mais qui fait quand même chaque année un rapport sur les services. Il y a une commission de contrôle des techniques de renseignement, donc qui est plutôt chargée de donner un avis sur les demandes d'écoute. Et c'est Matignon, donc c'est le Premier ministre qui a lui aussi le pouvoir en fait d'autoriser ou non les écoutes. Donc voilà, en fait, il y a différents organes qui se font front, et donc c'est compliqué quand même pour, si vous voulez, un service qui ferait tout dans son coin sur ordre du président. Après, évidemment que le président et par exemple Macron, en 2017, a voulu fortement renforcer l'espionnage économique et le renseignement économique.
Il venait de Bercy, il avait vu les... C'est un banquier, donc il sait l'importance d'avoir des secrets et des Exactement, informations. non, il avait vu l'impact des cyberattaques, notamment chinoises, de l'espionnage économique américain, de l'extraterritorialité des lois américaines. Il y avait eu le rachat d'Alstom par General Electric. Donc voilà, ça crée beaucoup de dégâts et il a demandé à la DGSE, particulièrement en 2017, de se réarmer, donc de recruter plus de personnes. Et notamment en fait d'être en capacité de mieux accompagner les entreprises françaises à l'étranger, et donc ça passe par davantage d'écoute à l'étranger qui vont permettre à des gros groupes français de défense notamment de pouvoir concurrencer, enfin d'avoir des offres en fait, les offres des autres entreprises. Donc ce sont des informations qui peuvent peser, j'allais dire, sur les décisions du gouvernement, sur les orientations. Ça peut éviter des catastrophes, ça peut permettre, j'allais dire, de résoudre des problèmes. Donc c'est pas juste, c'est pas juste un circuit d'espionnage de protection. Il y a un impact politique, il y a un impact diplomatique. Déjà, le but premier du renseignement, c'est de donner aux décideurs politiques le plus haut degré d'information pour qu'ils prennent des décisions, on va dire, les plus judicieuses en toute connaissance de cause. Donc il y a une noblesse et le fait d'éclairer un peu les décideurs. Et puis si on regarde uniquement sur la lutte antiterroriste, le travail de la DGSI a été, depuis 2015, d'empêcher, il y en a eu un certain nombre, je crois qu'il y en a eu 5 attentats. Ça c'est vrai, parce qu'on dit toujours, oui, ils nous racontent ce qu'ils veulent. Quand on a empêché 15 attentats, 20 attentats cette année... Oui, c'est pas vérifiable, mais ça l'est en partie parce que quand même derrière, souvent les personnes sont mises en examen et donc il y a une suite judiciaire et donc c'est assez facilement constatable de voir, c'est la personne, est-ce qu'elle a été interpellée, quels étaient ses motifs, est-ce qu'elle était liée à tel ou tel pays, est-ce que donc je dirais que là-dessus c'est et donc la priorité de Macron, on a parlé d'espionnage économique, mais la priorité numéro 1 quand il a été élu, même aujourd'hui, reste le contre-terrorisme, d'empêcher des attentats. Donc on peut dormir tranquille, nous avons ils sont toujours perfectibles et améliorables, nous avons de bons services secrets, il y a un bon système d'espionnage, un bon système de protection du territoire. Ça dépend sur quel pour la France, je parle, si par rapport à d'autres. Si on est sur la lutte antiterroriste, effectivement, et arriver un peu à avoir un maillage du territoire et à empêcher des attentats, on a eu des résultats qui sont assez indéniables. Après, si on regarde plutôt le renseignement géopolitique et l'évaluation de la menace chinoise, russe, iranienne, on va y revenir. On a eu beaucoup de trous dans la raquette. On n'a pas vu, évidemment, les coups d'État successifs en Afrique et dans le Sahel. On a été en retard sur l'invasion russe de l'Ukraine. Donc il y a eu quand même tout un tas de domaines qui ont été des erreurs et des échecs. Nous allons passer en revue avec vous, Pierre Isambard, les différents... Antoine, pardon. Pierre, c'est mon co-auteur, mais... Qu'est-ce que j'ai dit, Antoine? Oui, Pierre Gastineau et Antoine Isambard. On va passer avec vous, Antoine Isambard, en revue les différents sujets, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. D'abord, on va parler des hommes. C'est important, le choix des hommes. Et puis les cas de figure où la France a eu plus ou moins de succès, où elle a été présente de façon tout à fait inattendue, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, il faut de la réactivité, il faut de l'intuition, et que c'est quand même là où l'essentiel se joue. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Je suis avec Antoine Isambard, co-auteur avec Pierre Gastineau, Les espions du président, édité chez Albin Michel. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas qui reçoit Antoine Isambard, co-auteur avec Pierre Gastineau, Les espions du président chez Albin Michel. C'est un polar, c'est un polar vrai. Vous racontez, j'allais dire, la vie des services secrets à l'Élysée, à quel point le président de la République, Emmanuel Macron, s'implique, ça le passionne. On voit bien que c'est un sujet qui le touche et sur lequel il est beaucoup intervenu, il a beaucoup investi. On découvre cet aspect de sa personnalité qui correspond peut-être d'ailleurs à ce qu'on peut attendre de lui en personnage, un esprit curieux et vivace. Antoine Isambard, c'est une histoire d'homme quand même. Vous parlez au début, on va rentrer dans le contenu maintenant du livre. Il y a un personnage qui s'appelle Paul Solaire, qui est un capitaine de parachutistes, je crois. Il était inconnu des services secrets jusqu'à un certain moment, et Emmanuel Macron s'appuie sur lui pour mettre en place déjà un certain dispositif et de relations avec certains pays, avec un certain succès. Ce Paul Solaire obtient des résultats assez intéressants. Effectivement, c'est quelqu'un qui a eu une garde dans les forces spéciales et qui a intégré l'Élysée en 2017, au départ un peu par la petite porte comme conseiller sur la Libye.
Il est présenté par quelqu'un et Emmanuel Macron le repère, c'est ça? Exactement, c'est quelqu'un qui en fait, donc durant la campagne, a tenu un discours, on va dire, assez cash à Emmanuel Macron, et notamment sur l'Algérie, en lui disant, contrairement à ce que pouvaient dire beaucoup de diplomates, que l'Algérie était finalement un tigre de papier et n'était pas forcément si menaçante pour la France. Sujet d'actualité, je vous signale. Exactement. Et en fait, Emmanuel Macron a bien aimé ce discours un peu. D'ailleurs, ça transcende un peu tout le livre et tout son il aime bien le disruptif. Il aime bien qu'on sorte du cadre. Il aime moins les diplomates et le jargon diplomatique et il préfère les militaires et les espions. Donc c'est vrai que et ça tombait, je dirais, pas mal dans une météo géopolitique assez compliquée. Voilà, où effectivement Macron a connu la crise Covid, a vu la Chine, s'est pris un peu le bec avec Erdogan, a eu la Russie, Gaza, donc voilà. Et donc Solaire en fait a été utilisé un peu comme le missile hominicide du président, un peu comme pouvait être un envoyé spécial, exactement, ce que pouvait être un De Gros-Souvre avec Mitterrand ou un Jacques Foccart avec. Donc il lui est rattaché personnellement, hein. C'est un contact direct. Rattaché à l'Élysée, et c'est lui qui a été envoyé pour parler dans le conflit russo-ukrainien. C'est lui qui était l'envoyé de la France et de l'Élysée en fait, pour essayer de trouver un point de convergence lors de différentes négociations. Là, on est bien d'accord, l'Élysée contourne la diplomatie régulière, les services de relations diplomatiques habituels. Il envoie directement son messager, prendre la température d'une situation. Alors, sur certaines négociations, il a envoyé... Pas toutes, évidemment, mais voilà. Ouais, il a envoyé le DGSE, Bernard Hémier, qui était un diplomate. Mais effectivement, sur les sujets, on va dire, les plus critiques et les plus sensibles, et c'est un peu d'ailleurs ce que fait Donald Trump aujourd'hui, en envoyant Steve Witkoff, promoteur immobilier, qui est son ami et son gendre Jared Kushner. Voilà, dans les négociations assez... Witkoff, c'est l'espion officiel, carrément. Voilà, mais voilà, il y a l'idée d'avoir quelqu'un... C'est à découvert, c'est au grand jour. alors que Solaire, on n'en entendait pas parler et on n'est pas au courant de ses voyages ni de ses agissements. Il y a eu des résultats. Paul Solaire, on peut dire qu'à son bilan, il y a quelques succès, quelques opérations qui ont abouti. Effectivement, sur les otages, et notamment les otages français qui pouvaient être sur le conflit israélo-palestinien, sur l'Iran, sur la Russie, c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait, il a joué un rôle qui était important, mais en fait, c'était vraiment une négociation. On reviendra sur les Russes, c'est un univers très à part. Hein, voilà, c'était une négociation en fait qui était vraiment entre Américains et Ukrainiens et Russes. Donc voilà, je dirais. Mais sur la tragédie de Gaza, Solaire aura joué un rôle pour. Oui, donc clairement, la France a eu une voix et Solaire a été efficace là-dedans. Ça veut dire, Antoine Isambard, que même si on a l'impression que les liens sont rompus, qu'on est dans le conflit ou la tension, les contacts continuent en permanence. En fait, c'est l'une des missions premières du renseignement, c'est que même avec des pays en fait où vous avez coupé les relations diplomatiques, ce qui était le cas par exemple en fait sous François Hollande avec la Syrie de Bachar al-Assad, où en fait il y avait plus de contacts diplomatiques, mais ça pouvait, les services de renseignement et la DGSE pouvaient entretenir encore des contacts avec le régime syrien, avec le Hezbollah. Mais alors avec la Russie on n'en est pas là. Hein. C'est que sauf qu'on apprend que la Russie et l'Ukraine ont toujours continuent à se parler. Il y a toujours un lien peut-être détourné, mais enfin le contact n'est jamais rompu à 100%. On continue. Bien sûr, c'est ce qu'on raconte dans le bouquin où en fait. Même après la guerre en Ukraine, on avait le patron de la DGSE qui se rendait à Moscou, rencontrer les représentants des 3 services de renseignement russes, avec un jeu de dupes, parce que voilà, à un moment donné, il va voir le patron du SVR, qui est l'équivalent de la DGSE là-bas. Et c'était à un moment donné où la Russie taillait des croupières à la France en Afrique, et Bernard Hémier, en fait, vient lui reprocher le comportement de Wagner, la milice russe en Afrique. Et là, Narishkin fait mine de s'étonner en disant non mais je ne connais pas Wagner, nous n'avons aucun lien avec Wagner. Donc c'est quand même un jeu de dupes aussi. Donc on peut être cynique même devant l'évidence. Et puis alors il y a les 3 mousquetaires, hein, alors chacun avec une mission particulière. Pierre de Bousquet de Florian. Laurent Nunez, qui est toujours le ministre de l'Intérieur, on apprend qu'il a eu d'abord une étape un petit peu dans les services secrets, et puis un personnage inconnu, Nicolas Lerner, que vous qualifiez de D'Artagnan. Pourquoi Nicolas Lerner, c'est le D'Artagnan des services secrets présidentiels? Disons que Lerner, c'est un peu... Alors, c'est le plus jeune, c'est un camarade de promotion à l'ENA de Macron. Donc, il y a une amitié personnelle, déjà. Voilà, il y a une confiance et effectivement une proximité. C'est quelqu'un qui a été le directeur adjoint de cabinet de Christophe Castaner à l'intérieur. À l'intérieur, qui était en fait un peu le bras droit, qui était chargé de faire tourner la maison... puisque Castaner était pas forcément considéré comme la personne qui tenait le plus la maison.
Et après, il fait quoi Lerner? Il a été envoyé à la DGSI, donc il était vraiment là en charge d'éviter d'abord qu'il y ait des attentats commis en France, et il a plutôt, donc l'ancienne DST, pour resituer, voilà. L'ex-DST, exactement, qui a fusionné avec les RG, en fait, en 2008, sous Sarkozy. Et donc voilà, et donc lui, la mission première est d'éviter qu'il y ait des attentats, et en fait à partir de 22, en fait on a un peu une sorte de basculement des priorités où l'antiterrorisme reste encore évidemment la priorité, mais on a le renseignement géopolitique et le fait en fait de s'intéresser mieux à la Russie redevient une priorité qui était un domaine que connaissait, vous parliez de la DST, c'était l'ADN de la DST à l'époque, en pleine guerre froide, le service devait en fait surveiller les espions soviétiques évolués en France. Donc on revient un peu à une sorte d'histoire et d'ADN du service. Qui n'a pas été sans mal, parce qu'en fait on avait un peu désarmé à la DGSI ou à la DGSE un peu le suivi de la menace russe, et donc là on doit assez rapidement, on raconte des scènes en fait où notamment, alors c'était pas forcément à la DGSI mais à la DGSE, où en fait quand il y a l'invasion on doit rappeler en urgence des espions qui sont spécialistes de la Russie qui étaient en congé. Vous l'expliquez bien, on tombe un peu des nues parce qu'on est quasiment convaincu qu'il n'y aura pas d'attaque, en tout cas à ce moment-là, et tout va très vite. Ça a été la grande faille pour nous quand même du renseignement. C'est un choc. Et puis en fait on l'a pas vu venir, c'est-à-dire que les Américains dès l'automne 21 commençaient à diffuser dans la presse des éléments classifiés montrant que les Russes étaient en train de se rapprocher des frontières ukrainiennes, qu'ils allaient y aller. Et il y a un satellite français qui repère les mouvements de troupes déjà fin février, quand on est prévenu en France qu'il se passe quelque chose. C'est vrai qu'on avait le renseignement technique, mais je dirais qu'il y avait côté français, il y a toujours une méfiance en fait vis-à-vis des États-Unis. On veut pas apparaître comme étant plus faible. On veut aussi ménager. Alors voilà, beaucoup citent De Gaulle, qui d'ailleurs a tort, parce que De Gaulle a jamais considéré qu'il fallait finalement tempérer. Voilà, il était assez vigilant et méfiant vis-à-vis de la Russie, de l'URSS. Je vous signale que le deuxième bureau en 1940 avait signalé au général Gamelin et au président du Conseil Édouard Herriot qu'il y avait un amassement de troupes sur les Ardennes allemandes, et que malgré des faits évidents, on n'a pas tenu compte. Donc les gouvernements ne suivent pas toujours forcément les informations d'un service secret. Et comme on l'a vu aussi avec le 7 octobre, où en fait le Mossad et le Shin Bet israélien avaient toutes les informations, mais en fait ne l'ont pas vu et n'ont pas tenu compte. Voilà. Et je dirais que c'est vrai que sur la Russie, en fait, on avait une sorte d'auto-intoxication de l'appareil politico-sécuritaire, diplomatique, qui voulait pas, en fait, qui était encore persuadé, qui l'est encore aujourd'hui. Quand vous parlez aujourd'hui à des gens qui étaient en responsabilité à l'époque, il y a une sorte de déni en fait de voir que en fait Poutine était capable d'y aller, et donc on vous dit souvent oui mais ce n'était pas rationnel, donc on était dans notre bon droit. C'est ce qu'on entend sur les plateaux télé, même d'observateurs, de commentateurs, de journalistes spécialisés. On avait de bonnes raisons de ne pas y croire. Voilà, mais c'est une vraie faille, parce que le renseignement, encore une fois, ne doit pas être politisé, ne doit être le plus objectif possible, et donc voilà. Après, le président de la République fait ce qu'il veut de cette information. S'il veut laisser courir parce que ça l'intéresse, on a toujours soupçonné Roosevelt d'être plus ou moins au courant de Pearl Harbor, mais il avait besoin d'entrer dans la guerre. Ça, c'est un autre niveau. Il y a Laurent Nunez aussi, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Il joue un rôle important à l'époque. Alors Nunez, effectivement, il est envoyé à la DGSI dès 2017. Avec la mission claire et nette de Macron de remettre en ordre en fait la DGSI, et notamment en fait de la faire rentrer un peu dans la modernité, de recruter davantage. La sécurité intérieure, je rappelle pour nos auditeurs. Sécurité intérieure, donc de recruter davantage de linguistes, de cryptographes, d'analystes spécialisés dans différents pays. Et c'est des gens qui sont des contractuels, qui sont souvent des civils. Des civils, en tout cas des contractuels. Ça va lui servir tout ça aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, bien sûr. C'est une expérience enrichissante pour sa mission de ministre de l'Intérieur. Oui, c'est quelqu'un qui connaît. Après, il a été aussi conseiller à l'Élysée renseignement d'Emmanuel Macron, donc il connaît. Il était là lors de l'invasion de l'Ukraine, donc il connaît pertinemment la menace. Et Chirac, voilà, il est informé, mais même Bruno Retailleau, en fait, il a admis récemment, il participait à un forum à l'étranger, il a dit en fait, c'est vrai que mon mandat place Beauvau au ministère de l'Intérieur, et notamment les remontées en fait des services de renseignement, m'ont fait comprendre que voilà, la Russie était menaçante et que c'était pas une vue de l'esprit. Vous restez avec nous sommes avec Antoine Isambard, co-auteur des Espions du Président. On va progressivement de révélation en révélation, c'est un suspense cet échange. Vous nous appelez au 0826 300 300, et si vous avez des questions que transmettra Emmanuel Galasso, Antoine Isambard. Le sapin de Noël Sud Radio.
Nous vous rappelons qu'un cadeau est à gagner en ce moment dans la France, dans tous ses états. Perico. Oui, une fabrique à histoire l'Uni pour vos enfants. Ça leur permet, ça permet aux enfants de choisir tous les éléments de leur histoire, d'écouter leur création. C'est vraiment un outil formidable. Ils vont être ravis. Appelez-nous, qu'on ait un gagnant ou une gagnante, un SMS. Appelez-nous, enfin envoyez un SMS au 7 20 18 en tapant sapin. Vous savez, comme l'arbre avec des guirlandes. Sapin au 7 20 18 et vous remplacez la fabrique à histoire l'Uni pour vos enfants. Ils vont absolument se régaler. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas sur Sud Radio qui reçoit Antoine Isambard, co-auteur avec Pierre Gastineau, des espions du président, édité chez Albin Michel. Un livre pour Noël, hein, ça c'est, là je peux vous dire que c'est, alors c'est d'espionnage, c'est des services secrets, mais je peux vous dire que c'est prenant et c'est un très beau cadeau de Noël. Antoine Isambard, on était en train de faire le tour là des personnalités, des hommes du président, si on peut les appeler ainsi. On a parlé de Nicolas Lerner, de Laurent Nunez, et puis il y a, alors avec des particules, Pierre de Bousquet de Florian. Qui est-ce, Pierre de Bousquet de Florian? Pierre de Bousquet de Florian, c'est quelqu'un qui a été patron de la DST, donc l'ancêtre de la sécurité intérieure, de la DGSI, qui était un Chiracien que en fait Emmanuel Macron rappelle dès son élection pour en fait être le patron de la cellule renseignement à l'Élysée, la coordination nationale au renseignement. Qui va en fait passer d'une demi-douzaine de personnes à 30 personnes en quelques semaines. Et voilà. Et donc la priorité de Pierre Bousquet de Florian que lui assigne Macron est en fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre de chapelle entre les différents services, que coordonner un petit peu les choses. Voilà, il y en avait eu par le passé, il y avait eu des frictions, et donc l'idée, voilà, est de jouer collectif et en fait d'éviter, notamment par exemple, que la non-transmission d'un renseignement permette éventuellement qu'il y ait un attentat, qu'il y ait une opération d'espionnage contre la France. Donc ça, c'était vraiment sa priorité numéro 1. Ce chapitre s'appelle Les Trois Mousquetaires, mais je vous rappelle, Pierre Isambard, que Les Trois Mousquetaires étaient 4, et il y a un personnage que vous avez cité tout à l'heure, qui est Bernard Hémier. Et il revient souvent dans le livre. Quelqu'un d'important. Pourtant, vous ne le mettez pas dans les mousquetaires, mais il est quand même le patron de... Il revient souvent parce qu'en fait, il a été le patron de la DGSE de 2017 à janvier 2024. Ça a été le deuxième patron de la DGSE qui est resté le plus longtemps en poste. Qui était le SDEC autrefois, on est d'accord. Hein, qui était le SDEC, voilà. Les Rainbow Warriors, c'est le SDEC qui est impliqué. Alors ça venait de changer de nom. Ça s'appelait DGSE à l'époque. Ça s'appelait DGSE. Voilà. Ça a changé. Et donc Bernard Hémier, il participe aussi à cette vie de... Et Bernard Hémier, donc voilà, c'est un diplomate qui est spécialiste du monde arabe, qui est également dans les réseaux chiraciens, et il a été utilisé dans pas mal Il voyage. Il voyage beaucoup, et donc notamment en Russie. C'est lui qui a été envoyé pour parler aux services russes, pour également avec le Hezbollah. En fait, on avait moins de rapports, en fait, voire quasiment pas avec le Hezbollah. Et en fait, Macron, lui, décide de même lui-même, pour la première fois, il a serré la main à un représentant du Hezbollah en 2020 à Beyrouth, et il missionne Bernard Hémier en fait pour reparler à la milice, et on raconte notamment l'anecdote que en fait 2 mois après le 7 octobre, Bernard Hémier, qui connaissait Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah, se rend à Beyrouth et va le rencontrer dans des conditions un peu rocambolesques, avec il se rend dans une voiture qui ne lui appartient pas, avec des vitres teintées, on lui met un bandeau sous les yeux, on l'emmène à différents endroits, il change de voiture dans des parkings. Et il se rend en fait dans un immeuble, il ne voit toujours rien, et en fait le Hezbollah va emprunter différents étages pour qu'il ne puisse même pas repérer en fait l'étage de l'entretien avec Nasrallah. Et voilà. Donc il y avait l'idée en fait de réussir à parler au Hezbollah pour connaître un peu les desseins du parti chiite. Et voilà, donc Hémier, ça a été vraiment un diplomate espion. Et ça aboutira à quelque chose, finalement, cette entrevue disons que la France a été... Elle renoue le contact, en tout cas. Voilà, a été l'un des pays qui avait un contact avec le Hezbollah, que n'avaient pas les Britanniques... Israël évidemment, donc c'était quelque chose dont pouvait se prévaloir la France. Donc voilà, après ce qui lui a finalement coûté son poste, ça a été les successions de coups d'État au Sahel, qui n'ont pas été vus par la DGSE, et en fait il y a eu un agacement présidentiel croissant et qui lui ont finalement coûté son poste. Échec de la France en Afrique avec l'affaire Wagner et les différents... Antoine Isambard, nous avons Didier, auditeur de Sud Radio, qui nous appelle de Romainville. Bonjour Didier. Bonjour Perigo.
bonjour Maud et bonjour à votre invité. Est-ce que les questions d'espionnage vous intéressent, vous intriguent? Alors un petit peu parce que moi j'habite Romainville dans le 93, pas très loin de la porte de Bagnolet. Et oui, je vous vois venir. et dessus il y a deux forts, le fort de Noisy et le fort de Romainville. Et nous, ça nous intrigue les habitants parce qu'on sait très bien qu'il y a la DGSI et on aimerait savoir si c'est pas secret défense, quel est leur but et leur métier. Donc la DGSI, on disait, c'est l'ancienne DST, le service intérieur. D'ailleurs, pour compléter votre question, Didier, le président de la République est soucieux de deux terrains, l'écoterrorisme et l'ultra-gauche. Là, c'est le rôle du service secret intérieur, l'écoterrorisme et l'ultra-gauche. Alors oui, mais c'est pas la DGSI ni les deux forts que vous venez d'évoquer. En fait, on a un autre service qui s'appelle... Alors, sur les deux forts qu'on a évoqués, pour que Didier soit content, qu'est-ce qui se passe dans l'un, qu'est-ce qui se passe dans l'autre? Romainville. On a des représentants, notamment à Noisy, de la DGSE, oui. Qui sont... voilà, vous y êtes allé ou on rentre pas? Ou vous avez pu y aller? Non, parce que nous, quand on se rend à la DGSE, ce qui n'arrive pas tous les matins non évidemment, plus, mais évidemment, ça me rassure. Quand on y va, c'est Boulevard Mortier. D'accord. C'est ce qu'on appelait la piscine autrefois, exactement. Qui s'appelle maintenant la boîte, c'est ça, le surnom? Non, oui, comme c'est juste à côté d'une piscine, on le surnomme même encore aujourd'hui la piscine. En interne, les agents l'appellent la boîte. La boîte. C'est souvent le... Voilà. Et le fort de Romainville, c'est, par contre... Et le fort de Romainville, alors moi, j'y suis jamais allé non plus, mais là, c'est plutôt le renseignement intérieur, a priori. Mais c'est pas encore une fois, le siège de la DGSI est lui à Levallois-Perret et va être à Saint-Ouen normalement en 2028-2029. Et le siège de la DGSE qui va rassembler du coup différentes emprises dont Noisy va arriver à Vincennes à horizon 2030 où là on va avoir, c'est un projet à un peu plus de 2 milliards d'euros, donc c'est un énorme projet. Et on va rassembler en fait quasiment toutes les équipes de la DGSE sur un format qui va être semblable à ce que peuvent avoir des services étrangers. Donc ça a été l'un des grands chantiers de Macron. On a souvent en fait voulu déplacer le siège de la DGSE donc à Boulevard Mortier, sauf qu'en fait il y a eu différents. Aucun président a voulu le faire. En fait, il y a plein de sites parce que quand on voit le nombre de cycles et d'organismes de renseignement, il y a plein de sites. Voilà, il y a aussi le fort de Vanves qui est lui le siège de la DRSD, donc de la contre-ingérence militaire. C'est un autre service de renseignement. Bien sûr. Vous en avez plusieurs. Et donc pour l'anecdote, en fait, à un moment donné, il avait été étudié le déménagement de la DGSE, enfin du siège de la DGSE Boulevard Mortier, et ça a été empêché parce qu'on avait trouvé une espèce de crapaud qui était une espèce de crapaud rare. Et donc, on n'a pas pu faire ce déménagement pour sauvegarder une espèce qui était en voie de disparition. Donc, parfois, il n'y a pas que des contraintes financières qui empêchent le déménagement d'un siège. Je compte pas loin dans les abréviations et sigles. Je compte pas loin d'une trentaine peut-être d'organismes différents. On va évidemment pas tous les citer, mais c'est très impressionnant. Enfin, en tout cas, on est bien gardé. Que Didier sache que là où il est dans un site où les services secrets sont efficaces et il est au cœur de l'actualité. Antoine Isambard, je vous disais, écoterrorisme, ultra-gauche. Ça, ce sont des dossiers intérieurs au service oui, secret. alors ça, c'est le renseignement territorial, qui est donc un autre service de renseignement. C'est la Direction nationale du renseignement territorial. Qui comprend environ 3000 agents et qui, elle, est une de leurs missions, en fait, d'étudier, de scruter les premiers actes... la DNRT. La DNRT, exactement. Ex-SCRT. Exactement, voilà. C'est les premiers actes de radicalisation... c'est un peu voilà, on dirait que la DGSI fait plutôt le haut du spectre et la DNRT fait plutôt le bas du spectre, donc les premiers actes de radicalisation, ça peut être effectivement au niveau religieux, ça peut être par rapport à l'ultra-gauche, à l'ultra-droite, à l'écoterrorisme, je mets beaucoup de guillemets. Alors l'écoterrorisme, voilà, c'est un renseignement politique, on est d'accord. C'est pour nous l'une des principales failles et on va dire dérive inquiétante quand même du double quinquennat, c'est qu'en fait on a considéré que des mouvements certes écologistes radicaux étaient assimilés à des terroristes, sauf qu'il n'y a pas eu en France... Oui, alors écoterrorisme, c'est écologique terrorisme, hein. C'est pas l'économie, c'est pas des économistes qui font les terroristes, c'est des parce que éco peut avoir une double sens, que je précise ça pour les auditeurs. Exactement, c'est apparu en fait juste après Sainte-Soline, voilà. Par Gérald Darmanin, qui a voulu en fait créer ce concept-là, alors qu'il n'y avait pas de fondement juridique.
et qui a assigné comme mission au service de renseignement, à la DGSI et à la DNRT, le fait de documenter cette menace et parfois à charge. Donc il y avait vraiment une volonté. Soulèvement de la Terre est dans cette ambiance-là ou non? Oui. En tout cas, oui, c'était une des associations qui était la plus ciblée, avec l'objectif du cabinet de Darmanin de la dissoudre. Ce qu'ils ont fait, mais ce qui a été retoqué par le Conseil d'État, donc ça n'a pas marché. Et en fait, voilà, nous on a eu des remontées Emmanuel Macron envisage de les rencontrer au salon d'agriculture et ça provoque cette émeute d'agriculteurs au moment du salon. Alors c'est une méprise, paraît-il, de la part de... Enfin, c'est une réalité. Oui, non, c'était l'ennemi public numéro 1 en fait, des agriculteurs, de tout un tas de... Et en fait, voilà, et je pense que nous, on a eu des témoignages de hauts fonctionnaires et de gens du renseignement qui, à cette époque-là, ont vraiment vécu un dévoiement de leur mission. Et voilà, on leur demandait de documenter et de politiser le renseignement, qui est un écueil classique dans le renseignement. Et à l'ultra-gauche aussi, et là c'est Gérald Darmanin qui s'implique dans le renseignement sur l'ultra-gauche. L'ultra-gauche en tant que telle, comme l'ultra-droite en fait, je dirais, sont une menace qui est davantage documentée que l'écoterrorisme. Mais encore une fois, il y a eu une volonté, et on raconte notamment le cas d'une note qu'avait fait le renseignement territorial sur l'ultra-gauche, oui, au moment de la mort de Naël, en fait, qui impute à l'ultra-gauche une manifestation en hommage à Naël, et qui a été en fait taillée en pièces par les autres services qui ont... qui ont dit à la DNRT, là vous êtes en train de faire n'importe quoi, c'est pas du tout l'ultra-gauche qui est derrière ça, et donc qui ont suspecté qu'il y a une instrumentalisation du renseignement territorial par le cabinet Darmanin pour en faire une menace politicienne. Oui, là il y avait une volonté de détournement politique d'un fait divers tragique d'ailleurs, et qui a engendré, comme on sait, toutes les émeutes de juin 2023. Vous restez avec nous, nous sommes avec Antoine Isambard et nous décryptons page après page, chapitre après chapitre, les éléments de ce président passionné d'espionnage, Les espions du président. Le livre s'appelle, c'est le titre du livre, chez Albin Michel. Vous restez avec nous et on se retrouve dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300. Antoine Isambard sera tout à fait heureux de répondre à vos questions si vous avez de l'intérêt pour les services secrets ou pour l'espionnage. Et la France n'est pas en reste. À tout de suite. La France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas qui reçoit Antoine Isambard, co-auteur avec Pierre Gastineau des Espions du Président, édité chez Albin Michel. Je vous redis que c'est un très beau cadeau de Noël. Je regarde le prix, 18,90 €. Il y a plus cher que ça, c'est moins cher que des bijoux ou qu'une voiture. Et les gens à qui vous l'offrirez se régaleront. Ils vont passer une fin d'année, je vais dire, succulente en termes de tension, de suspense, parce qu'il se passe plein de choses. Antoine Isambard. Espionnage économique, bien sûr, plus que jamais. Là aussi, on l'a dit que le président de la République est un ancien banquier. Il y a une salle blanche de Bercy. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle blanche de Bercy? Alors c'est une salle en fait qui avait été un abri anti-atomique qui avait été construite durant la guerre froide pour accueillir le ministre de l'économie et ses collaborateurs en cas d'attaque nucléaire ou chimique visant la France. Donc c'est encore une salle qui est vraiment dans les souterrains de Bercy, où il y a une chambre pour dormir, où il y a des stocks de vivres également. Et ce qui intéresse, on va dire, le renseignement, c'est qu'il y a une salle blanche, c'est-à-dire que c'est comme une cage de Faraday. D'accord. Donc vous pouvez vous y rendre avec votre téléphone portable. Si un pays ennemi veut vous espionner, il n'y arrivera pas. Il y a un QG à l'Élysée où le président de la République tient ses conseils de défense et où il se réfugierait s'il y avait une attaque nucléaire. 70 mètres sous-sol. Le PC Jupiter. Le PC Jupiter. D'ailleurs, on ne sait pas, c'est pour ça. D'ailleurs, ici, il a dit qu'il était jupitérien parce qu'il va souvent dans le. Mais aussi, il y a une petite cellule à Bercy. Et donc ça, en fait, il a eu une appétence quand il était ministre de l'économie. D'accord, c'est vrai qu'on a oublié cet épisode. Entre 2014 et 2016, et contrairement en fait encore une fois à ses prédécesseurs, c'est vrai qu'il a voulu tenir des réunions là-dedans pour une raison assez simple, c'est que je pense qu'il y avait une question des régaliens qui pouvaient il n'est pas parano, je pense pas, non, mais on l'est toujours un peu, quelque part, à cette fonction. Il est assez vigilant, en fait, par rapport à François Hollande. Il y avait des conseils de défense à l'Élysée qui se tenaient sous Hollande dans une salle, le Salon Vert, qui est une salle au premier étage qui n'est pas sécurisée. Et en fait, Macron, quand il a été élu et conseillé par certains maîtres espions, certains mousquetaires en fait, et aller directement dans le PC Jupiter pour ne pas en fait être l'objet d'espionnage. Vous vous souvenez de l'anecdote de nos deux confrères qui ont écrit ce qu'un président ne devrait pas dire?
et ils témoignent que devant eux, alors qu'ils se proposent eux-mêmes de sortir, le président de la République, François Hollande, commandite une opération de service secret, je vais pas la rappeler, enfin voilà. Oui, sous leurs yeux, ils sont estomaqués de la désinvolture avec laquelle François Hollande commande cette opération. Exactement, et cette légèreté avait choqué Emmanuel Macron, et il s'est un peu inscrit en contre-modèle de François Hollande quand il a été à l'Élysée. En voulant garder effectivement secret un certain nombre de documents et en ne voulant pas les révéler. Ça fait peut-être partie des éléments qui ont contribué au fait que François Hollande ne se représente pas. Alors, on va pas rentrer, on va dénigrer personne. Il y a quand même une sénatrice française qui a un contact avec un dissident iranien, et de fil en aiguille, ce pauvre dissident iranien est conduit à aller en Irak où il est appelé. Les services iraniens le capturent en Irak. Il est amené en Iran, il est jugé et il est pendu. Alors là, la sénatrice, vous ne la citez pas, on ne la nommera pas. Elle, c'était pas forcément dans cette affaire-là, parce qu'elle elle a été en relation avec des gens liés au renseignement iranien, donc ça a attiré l'œil de la DGSI. Et c'est un peu l'un des travaux de la DGSI, c'est de scanner l'environnement des élus, des hauts fonctionnaires, des personnes importantes, pour faire en sorte qu'elle n'ait pas de levier, qu'elle ne soit pas retournée par des pays étrangers. Donc elle était entrée un peu dans cette surveillance-là. Et ce qui s'est passé avec le dissident iranien qui vivait en France, et qui malheureusement... Donc il va en Irak, en fait il se fait piéger. Ça a été une opération du renseignement iranien qui a réussi à l'attirer en Irak. Et de l'Irak, en fait, ils l'ont ramené en Iran, et là, il a été exécuté. Donc c'est une opération qui a profondément choqué le renseignement français, et qui a montré que l'Iran était un des pays qui était très actif, et notamment ils n'ont pas pu l'empêcher. Ils n'ont pas pu l'empêcher. On l'a vu aussi pendant les Jeux Olympiques, que le renseignement iranien était assez actif, notamment pour cibler les intérêts israéliens. Et c'est vrai que nous, les services nous l'ont dit, ils s'attendaient peut-être plus à ce que la Russie soit active à ce moment-là. C'était plutôt l'Iran qu'il fallait surveiller. Et puis alors il y a la Chine, Antoine Isambard, qui est dans la mire élyséenne, et à tel point que l'ancien Premier ministre, dont on sait qu'il est le président de l'Union franco-chinoise, Monsieur Raffarin, on le met en garde en disant, on lui dit quoi? Faites attention à ce que vous dites, ou à ce que vous... Mais disons que Jean-Pierre Raffarin, ça fait une vingtaine d'années que on voit bien qu'il a des intérêts... Il s'en cache pas, il a une sympathie pour la Chine, une admiration même. Il est sinophile, il a des intérêts avec la Chine, sauf qu'en fait, jusqu'à 2020... personne n'avait véritablement mis en garde. Et donc là, en fait, il y a en 2020, les services de renseignement accordent une attention plus forte à la Chine. Et dans le cadre de cette surveillance, ils vont remarquer que des personnalités, des personnes liées au renseignement chinois sont en contact avec Jean-Pierre Raffarin. Et donc le coordonnateur renseignement, Pierre de Bousquet de Florian, dont on parlait tout à l'heure, va lui passer 2 coups de fil en lui disant que c'est quand même pas terrible pour un ancien Premier ministre d'être en contact avec des gens liés au renseignement chinois. Donc ça montre aussi qu'il y a eu une mise en garde. Après, Raffarin s'en doutait pas du tout, Jean-Pierre Raffarin, que c'était, ou peut-être... Bon. Lui, disons que... Il savait ce qu'il faisait. Encore une fois, même s'il a été mis en garde, ça ne l'a pas empêché de continuer, de rester le représentant en fait de la France pour la Chine, et Emmanuel Macron l'a pas débranché. Alors il y a un conseiller élyséen qui est en couple avec une ressortissante chinoise. Là aussi, ça intrigue, ça alerte les services secrets de l'Élysée. Encore une fois, c'est vrai que toute personne qui peut avoir un lien avec la Chine, avec la Russie, avec des pays autoritaires, en fait, c'est considéré comme un levier, un moyen de pression, puisque un service chinois, par exemple, c'est une spécialité, va pouvoir, pour obtenir du renseignement, faire pression sur la personne chinoise. Et si elle ne veut pas rendre service, on va lui dire on va s'en prendre à ta famille qui est restée en Chine. Et donc voilà, c'est un levier qui est assez puissant. Toujours un moyen de pression. Bon, alors moi c'est les journalistes qui vous posent la question, et je suis bien placé pour savoir qu'il y a des fuites quelquefois qui nous arrivent. Elles sont volontaires, involontaires. Non, en tout cas, on n'a pas eu de fuite. Il y en a une qui a engendré une colère, en tout cas, avec la DGSI. Oui, ça. Oui, non. Enfin, en tout cas, voilà, nous pour notre enquête avec Pierre, on n'a pas eu de fuite, on va dire organisée des services. Bon, tout a été obtenu normalement, proprement et légalement. Oui, alors à la régulière, c'est toujours compliqué dans le monde du renseignement, mais en tout cas, voilà, on n'a pas été. Vous ne finirez pas utilisé, à la santé ou au bagne à Cayenne, c'est pas prévu comme ça. Espérons que non. Enfin voilà, on reste en France, mais en tout cas, on voit effectivement que, et ça va au-delà de la France, il y a de plus en plus de
de campagne de déclassification de documents. On a parlé des États-Unis avec la guerre en Ukraine qui avait fait fuiter du renseignement. Les services français le font de temps en temps. Il y avait eu, je me rappelle en 2018, une note DGSI, DGSE qui était parue dans le Figaro pour mettre en garde en fait les Français contre l'espionnage économique chinois, et notamment via LinkedIn. Bien sûr. Via le réseau social LinkedIn. Donc parfois c'est utilisé aussi par pédagogie et pour que les Français prennent conscience. Bilan substantiel, pour une fois on dit bien du président de la République, effectif de la coordination nationale du renseignement à l'Élysée multiplié par 6, institutionnalisation du Conseil de défense, augmentation des budgets et des effectifs. Sur ce plan-là, le président de la République a fait du bon boulot. Et vous citez l'anecdote, il y a quelqu'un qui s'appelle Bernard Barjolet, qui était sous Hollande, qui lui fait un compliment en disant vous êtes homme de vous avez de quoi faire, et il lui répond juste par un sourire. Il ne se mouille pas, mais on comprend qu'il a une fibre spéciale pour les services secrets. Merci Antoine Isambard d'être venu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les espions du président, coécrit avec Pierre Gastineau, Alban Michel, et je le recommande pour 18,90 € en cadeau de Noël. Vous allez finir une fin d'année truculente. Merci. Le sapin de Noël Sud Radio. Et on termine avec une bonne nouvelle pour Magali qui est en ligne avec nous. Bonjour Magali. Oui, bonjour. Alors Magali, félicitations. Vous avez gagné le jeu pour les enfants où ils peuvent faire leur propre histoire. La fabrique à histoire, l'Uni. Hein. Vous avez de quoi l'offrir. Hein. Vous avez des gens à qui l'offrir. Oui, j'ai des enfants. Bon, vous verrez, ils vont se régaler et ils vont devenir. Ils étaient déjà très intelligents, ils vont l'être encore davantage quand ils auront joué avec ce jeu. On vous souhaite une bonne fin d'année, chère Magali, et merci de nous écouter sur Sud Radio et à bientôt. Merci, vous aussi. Et si vous souhaitez vous aussi gagner des cadeaux, vous pouvez vous écouter Sud Radio en fait toute la journée. Chaque émission, il y a un cadeau à gagner à peu près toutes les heures ou toutes les 2 heures sur Sud Radio jusqu'à Noël. Alors n'hésitez pas à participer. Nous, on se retrouve demain. Très bonne journée et bonne émission avec Brigitte Lay.